Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de votre magazine d'actualité à la source. Au sommaire de cette édition, le témoignage de Mohamed, un sans-abri. Les images avaient fait le tour du monde lors du pèlerinage Fratello à Rome. Mohamed avait attiré l'attention du pape François dans la salle Paul VI. Il nous racontera cette rencontre. Nous entendrons ensuite Tuc Duhalderville, délégué général d'Alliance Vita. Il dénonce un débat caricatural sur l'IVG dans l'entre-deux-tours de la primaire de la droite et du centre. La Fondation des entrepreneurs et dirigeants chrétiens a récompensé hier le chef d'entreprise de l'année pour son action économique et sociale. Reportage avec le lauréat, il s'appelle Éric Boel. Les catholiques pourraient être les premiers surpris sur l'influence qu'on leur crédite dans la primaire de la droite et du centre. Deux candidats qui se revendiquent du pape François. Le journal Libération, un brin caustique qui s'inquiète du retour de Jésus. Les positions soulevées par les catholiques ont-elles une influence? Quel degré d'instrumentalisation ce soir? Regard croisé de nos éditorialistes. Avec vous, Guillaume Goubert, directeur de la rédaction de La Croix. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Olivier. Avec vous, Antoine-Marie Izoard, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Bonsoir Antoine-Marie. Bonsoir. Pour débuter ce journal, le témoignage de Mohamed, il était avec les milliers de pèlerins de Fratello, le pèlerinage des sans-abri à Rome. Il a eu lieu il y a 10 jours. Les images de sa rencontre avec le pape ont fait le tour du monde, souvenez-vous. Alors que le pape François arrive dans la salle Paul VI au Vatican, il salue les pèlerins. Un homme l'interpelle avec une feuille sur laquelle on peut voir un point d'interrogation. Le Saint-Père s'arrête. L'homme lui fait lire une autre feuille, puis les deux hommes tombent dans les bras l'un de l'autre. Nous avons retrouvé Mohamed, il a raconté l'invitation et le message qu'il a adressé au Saint-Père au micro de Matteo Gisalberti. Cette lettre-là faisait un peu le bilan de mon parcours et je venais en tant que témoin. Et ce témoin qui veut rester actif, à ses côtés, servir en toute fraternité. Et donc, je voulais que, quelque part, notre rencontre soit un exemple pour la communauté, pour les interreligions, parce qu'il y en a marre de ces guerres de fratrie et de religion. Donc, l'union, la solidarité, du faire ensemble. Dire les gens de la rue, les gens simples qui ont été exclus, les cabossés, tout ça, peuvent aussi communiquer à leur façon. Et n'ayant pas de grands moyens, je dis, bon, écoute, on peut se retrouver autour d'un plat de pâtes, puisqu'on était en Italie. Et je dis, eux aussi, à mes origines, un plat de couscous. Donc ça, on pourrait fraterniser. La symbolique, elle est là, elle est physique. C'est le 17 décembre, voilà, qui va passer le cap de ses 80 ans. Donc s'il veut le passer avec nous, on sera les plus heureux du monde. Le Saint-Père a reçu hier le président vietnamien Tran Dai Quang, un événement rare puisque le Vietnam a rompu ses relations diplomatiques avec le Saint-Siège en 1975, une volonté du régime marxiste d'Ho Chi Minh. Mais depuis 26 ans, les deux États se sont rapprochés. Mercredi, le Saint-Père et le président vietnamien ont souligné les bonnes relations entre les deux pays après s'être entretenus en privé. Cette rencontre intervient 6 jours après l'adoption par les députés vietnamiens de la loi sur les croyances et les religions. Le 18 novembre, les responsables religieux du pays ont dénoncé un texte archaïque et une entrave à la liberté et à la pratique religieuse, notamment parce que toute activité religieuse doit être enregistrée auprès des autorités compétentes. En France, c'est sur le terrain des valeurs que s'est déplacé le débat de l'entre-deux-tours des primaires de la droite et du centre, sous forme d'invectives personnelles entre les deux candidats Alain Juppé et François Fillon. Sur l'interruption volontaire de grossesse, Alliance Vita dénonce un débat caricatural, loin des réalités. La façon dont l'avortement est rentré dans le débat du deuxième tour des primaires de la droite et du centre est indigne. C'est une façon, un peu la façon dont Tocqueville critiquait les Français, qui s'envoient des idées générales à la figure. Ce n'est pas l'avortement tel qu'il est vécu qui est en jeu, c'est une sorte de sacralisation d'un prétendu droit à l'avortement pour lequel chacun fait assaut d'inféodation. Chacun dit « mais j'ai vraiment tout voté, j'ai toujours été pour, j'ai beau être contre anti-personne, j'ai toujours été pour, etc. Mais non c'est toi, mais si c'est toi ». Et au fond, derrière, ce qui, moi, me met en colère et me rend triste, c'est qu'on ne regarde pas la réalité de ce qui se joue sur cet avortement, mais simplement on cautionne sans cesse cette idée que la libération absolue
d'une société, qu'une valeur de la République, je mets ça avec beaucoup de guillemets, ça serait ce supposé droit à l'avortement. En Belgique, l'Institut européen de bioéthique alerte sur les avortements tardifs réalisés dans les hôpitaux belges. Chez leurs voisins, aux Pays-Bas, les IVG à plus de 24 semaines et l'euthanasie de nouveau-nés porteurs d'un handicap sont dépénalisés. La loi hollandaise prévoit que chaque année, une commission publie un rapport sur l'état de ces pratiques dans l'ensemble du pays. De 2007 à 2015, 17 cas ont été déclarés, puis plus rien. La secrétaire de la commission hollandaise a déclaré avoir eu connaissance d'informations indiquant des cas de demande d'avortement tardif envoyés des Pays-Bas vers la Belgique. Contrairement à ce qui est prévu par la loi, la commission d'évaluation de l'avortement belge ne publie plus de rapport depuis 2012. 4 associations s'unissent pour interpeller les candidats à la présidentielle française sur les questions de la société. Le CCFD Terre Solidaire, le Secours catholique, ActionAid et Oxfam ont présenté mardi 15 propositions pour une France solidaire dans le monde. Un exemple de proposition, la lutte contre l'évasion fiscale. Nicolas Verken, directeur à Oxfam en France, nous explique l'enjeu de cette proposition. Les pays en développement, il y a des centaines de milliards aujourd'hui qui leur font défaut et qui sont liés à la fraude et l'évasion fiscale. Donc nous avons une proposition autour de la justice fiscale pour lutter contre l'évasion fiscale. Et ça, c'est valable aussi bien pour les ressources publiques des pays en développement que pour les ressources publiques de la France. Donc en ce sens-là, les candidats à l'élection française ont aussi des réponses à apporter. On voit que dans aucun programme aujourd'hui, on ait vraiment suffisamment d'éléments pour voir que ça devient un sujet des primaires ou des élections. Donc c'est ça qui est vraiment, nous, notre préoccupation, et c'est ça c'est ce sujet-là sur lequel on insiste. Il faut que la solidarité internationale, que ce soit autour du respect des droits, du climat, de la lutte contre les inégalités, soit beaucoup plus dans les prises de position, les engagements des différents candidats pour que les électeurs puissent faire leur choix en connaissance de cause. La réduction du chômage, dans la mesure où c'est aujourd'hui un fléau qui frappe notamment les classes les plus marginalisées, participera évidemment à la réduction des inégalités. Mais on attend, nous, des candidats qui se prononcent aussi sur la justice fiscale, aller chercher l'argent là où il se trouve et là où il mérite d'être payé. Notamment aller voir la finance, le secteur bancaire qui a été responsable de la crise de 2008 et s'assurer aujourd'hui que ce secteur bancaire soit régulé et soit imposé, qu'on mette en place une vraie taxe sur les transactions financières qui taxe les transactions les plus spéculatives, les plus nocives pour l'économie réelle, pour éviter que ce soit les simples contribuables qui payent demain la prochaine crise financière. Hier, la Fondation des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, a remis le prix du chef d'entreprise de l'année à Éric Boel. Un prix pour récompenser une action à la fois économique et sociale. Notre journaliste Frédéric Jakovlev l'a rencontré hier soir lors de la remise du prix. Éric Boel est un patron social et depuis mercredi soir, il est l'heureux gagnant du prix Philibert Vraud. Écoutez, je suis évidemment très fier d'avoir ce prix. Un prix créé par les EDC pour récompenser un entrepreneur engagé. À vous remercier. Devant une cinquantaine de chefs d'entreprise, Éric Boel a donc rappelé que l'on peut faire du business tout en respectant les valeurs chrétiennes. Évidemment, le business et les cœurs, ce n'est pas incompatible. Bien au contraire, l'un nourrit l'autre. Et que si évidemment nos salariés arrivent avec la banane le matin, c'est évident que l'entreprise va être plus performante qu'une entreprise où les gens font la gueule en arrivant le matin. Éric Boel dirige une usine de tissage près de Lyon. Dans un secteur en crise qui d'ordinaire délocalise, lui crée des emplois et surtout veille à l'épanouissement de ses salariés. Rien de révolutionnaire en soi, mais une préoccupation souvent oubliée par les patrons, comme si la foi et l'entreprise n'étaient pas compatibles. Notre mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens appelle les chefs d'entreprise à une cohérence de vie, c'est-à-dire ne pas être chrétien le dimanche et chef d'entreprise en semaine. Et donc la première étape, de la foi et de l'application de la foi, c'est de vivre sa vie de chrétien en entreprise. Les EDC, c'est plus de 3000 entrepreneurs dirigeants dans toute la France qui cherchent à humaniser l'entreprise. Leur credo, mettre l'économie au service de l'homme, et en cette période électorale, un adage dont pourraient s'inspirer les politiques. Alors Guillaume Goubert, on vous a vu dans le reportage, vous étiez membre du jury et vous avez insisté pour que Éric Boel gagne ce prix, me semble-t-il. Oui, tout à fait, parce que j'admire beaucoup
réussir à faire vivre une entreprise dans le secteur du textile, qui est un secteur extrêmement difficile. Or, il a réussi, notamment en appliquant des modes d'organisation du travail, des relations sociales au sein de son entreprise très originales et très innovantes, à développer la créativité de son entreprise. Et donc, l'entreprise se porte bien. Et elle est également soucieuse de l'emploi des handicapés. Elle se soucie du bio et également de filières équitables pour les approvisionnements. Donc, il y avait toutes sortes de bonnes raisons de distinguer Éric Boel. Son portrait à découvrir demain dans La Croix. Tout à fait. Merci Guillaume. Quelle place pour les personnes fragiles dans notre société? Le week-end prochain, l'Arche en France organise la 4e édition du colloque Fragilités interdites à Paris. Dans le monde de l'entreprise ou comme ailleurs, comment la fragilité est une ressource. Exemple avec le groupement d'entreprises dont le nom est Au Travail. Fondé en 1992 par Serge Dessay, il permet à des personnes en situation de handicap d'exercer une activité professionnelle. Reportage sur un chantier près de Bordeaux. Dans le jargon professionnel, on l'appelle l'homme de pied. Kevin assure en fait toute la sécurité du grimpeur élagueur. Autant dire qu'on ne confie pas cette tâche à n'importe qui. Il n'y a pas de point haut pour s'ancrer. D'accord. Et donc normalement j'aurais fait des rétentions et les billons seraient arrivés au-dessus du chemin. Ah oui, d'accord. Ce jeune homme est salarié depuis plusieurs années chez Au Travail, une entreprise qui emploie 96% de travailleurs handicapés. Ici, on préfère parler de fragilité, c'est une question d'état d'esprit. On est tous fragiles, mais on ne va pas se moquer de l'un de l'autre parce que, en fin de compte, on est tous pareils. On a tous un handicap et les autres m'apprennent beaucoup, du moins au début. Maintenant, c'est mon tour, j'apprends au nouveau. Serge Dessay est venu superviser l'élagage des arbres qui a lieu chez un particulier dans le Bordelais. Vous le diminuez encore? Faut qu'on aille jusqu'où ça a été coupé. Il a créé et dirige Au Travail depuis 25 ans. La petite société est devenue un groupe de 14 entreprises employant 320 personnes et un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros par an. En tout, une dizaine d'activités sur laquelle personne ne misait au début. On a bien senti qu'effectivement, on voulait très rapidement nous cantonner à un seul job. Et on a dit, mais non, il y a des compétences, et on peut faire autre chose. Par exemple, dans le jardin, que de tondre. On peut aussi tailler, élaguer des arbres, soigner des arbres. Là, vous avez un grimpeur arboricole qui connaît parfaitement les arbres et qui est là aussi pour donner des conseils à nos clients. Et le client, aujourd'hui, est satisfait du travail accompli. Très compétitifs, ils sont absolument au même prix que les entreprises du secteur. Donc, et en plus, il y a une déduction fiscale, donc c'est parfait. Et surtout, on a l'impression et d'avoir du boulot bien fait et de faire œuvre utile. Finalement, tout le monde semble y gagner et Au Travail continue son expansion et donc de chercher des salariés pour assurer ses commandes, alors qu'aujourd'hui, environ 25% des personnes handicapées sont au chômage. Une nouvelle revue pour tous les habitants du département de l'Aisne. Le diocèse de Soissons, en partenariat avec la revue L'Invisible, sort un nouveau magazine trimestriel local. Avant même sa sortie, prévue le 1er décembre, les 43 paroisses du diocèse ont déjà acheté 125 000 exemplaires. Un succès inespéré et total pour Monseigneur de Dinchin, évêque de Soissons, à l'origine du projet. Ce journal, cette expérience, repose exclusivement sur des bénévoles. Et dans l'Aisne, donc, en fait, c'est des bénévoles qui se sont levés pour relever un défi de la communication dans les villages, dans les bourgs et dans les villes. Nous entendons l'appel du pape François à sortir de nos églises pour aller rejoindre ceux qui ne viennent pas. C'est un journal d'évangélisation, donc oui, parce que c'est notre mission de l'Église d'annoncer l'Évangile, mais je dirais sous la modalité du pape François, sous la modalité du dialogue. Donc nous cherchons à créer des ponts, à entrer en dialogue avec nos contemporains à partir de leurs questions et pour partager. Alors c'était véritablement un défi parce que pour toute religion, en général, on a besoin de beaucoup de temps pour s'expliquer.
Et que le défi, c'est d'arriver à pouvoir dire des choses essentielles de nos croyances sous un format rapide et bref. C'est frustrant, mais c'est vraiment ça l'enjeu du dialogue aujourd'hui. Avant de clore ce journal, cette information, le monastère irakien de Mark Benham, situé à 12 km de la ville de Karakosh, a été libéré mardi par les troupes irakiennes. Il est un haut lieu du christianisme dans la région. Les prières et les mobilisations se poursuivent dans le monde pour les chrétiens d'Orient. Durant le mois de novembre, plusieurs cathédrales britanniques seront illuminées de rouge en hommage aux chrétiens persécutés au Proche-Orient. Et on continue notre magazine avec la chronique du père Venard. L'actualité ne lui échappe pas. Primaire, avortement, il nous partage son analyse. Primaire, encore la primaire, à l'heure où je vous parle, le débat du deuxième tour n'a pas encore eu lieu. J'aurais voulu, chers amis, ne pouvoir aborder que des points positifs comme cette très forte participation qui va à l'encontre de ce que nous pensions, que les Français se désintéressaient de la politique. Eh bien pas du tout, 4 millions d'entre eux ont accepté de se déplacer, de payer 2 € pour donner leur avis, et un avis qui a été intéressant puisqu'il montre qu'ils ne veulent pas que l'on fabrique ces élections dans les officines habituelles, médiatiques, politiques, les cercles de pouvoir. Mais malheureusement, je ne serai pas si positif car différents propos m'ont heurté, et peut-être vous aussi. Des propos autour de l'avortement. En particulier, quand j'entends l'un des candidats nous expliquer qu'on a attendu le pape François pour pouvoir pardonner l'avortement. Pitié, arrêtons ces sottises. Autre sujet, on voudrait nous faire croire que l'avortement est un droit fondamental, et cela, quels que soient les candidats. Faut-il rappeler que Madame Veil elle-même, quand elle portait cette loi devant l'Assemblée nationale, disait, et je la cite, « Si la loi n'interdit plus l'avortement, elle ne crée aucun droit à l'avortement. La Convention européenne des droits de l'homme ne dit pas autre chose. L'avortement reste, et doit rester, une exception et non pas un droit. Je voudrais, comme vous, rêver d'un pays dans lequel aucune femme ne se trouve obligée à ce choix si terrible, si crucifiant, de devoir songer éventuellement à supprimer la vie qu'elle porte en elle. Alors non, chers amis, nous ne pouvons plus accepter, en tant que catholiques, qu'un des points qui nous paraît si important soit traité d'une telle manière, et de vouloir faire de nous des électeurs de deuxième catégorie, voire des sous-citoyens. Je voudrais rappeler aux hommes politiques, aux femmes, aux gens des médias, que s'il y a un droit fondamental, reconnu depuis 1789 dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, c'est la liberté d'expression, qui est même qualifiée par les pères de 1789 comme l'un des biens les plus précieux, et qui est même devenu aujourd'hui, pour nous, un droit constitutionnel. Alors par pitié, politique, médias, ne faites pas de nous, catholiques, des sous-citoyens dans notre République. Merci Père, sans attendre la revue de presse. Et on commence avec Famille chrétienne. À quelques jours de l'Avent, vous avez choisi de parler de la confession et des enfants avec une très belle photo en une, Antoine-Marie. La confession, et en particulier la confession des très jeunes enfants. On a essayé de montrer quels sont les enjeux de ces toutes premières confessions des enfants au moment de la première communion, entre 6 et 8, 9 ans au maximum. Et puis on propose un très beau reportage avec les chrétiens de Palestine, en Terre Sainte. Merci Antoine-Marie. Joie et simplicité, les maîtres mots de ce temps de l'Avent pour la vie. Dans son dossier, l'hebdomadaire donne la parole au père Buise, un prêtre lillois. Dans un contexte morose, il remet en perspective la fête de Noël. Si Dieu atteste qu'il croit en l'homme, au point de devenir homme lui-même en Jésus, aurions-nous encore le droit de douter de l'avenir de notre humanité? Il y a donc nécessité de se préparer à fêter Noël dans la joie avec les autres. À l'occasion du colloque Fragilités interdites organisé par la communauté de l'Arche ce week-end, France catholique propose un entretien avec Marie-Caroline Schur. Elle raconte son quotidien d'handicapé moteur avec humour et poésie. Un autre témoignage, celui du père Lestage qui accompagne des personnes suicidaires. Pour lui, cette situation de fragilité nécessite un véritable accompagnement fraternel avec, à la clé, des fruits insoupçonnés.
Dans Pèlerin, l'éditorialiste Alain Duhamel propose une analyse des résultats du premier tour de la droite avec le score élevé de François Fillon. Selon lui, ce résultat s'explique par la constance des convictions de François Fillon, notamment en matière économique. À noter également un dossier sur nos petits rituels de l'Avent, un moment privilégié dans les familles. Focus sur un métier oublié dans les débats pour réforme, celui d'éducateur. Ce sont eux qui épaulent les jeunes à la dérive. L'hebdomadaire protestant propose un reportage dans les quartiers nord de Marseille. Yvan Sorel, maître en art martial, prend en charge des jeunes très difficiles en leur inculquant les valeurs de sagesse propres aux arts martiaux. Voilà pour votre revue de presse. Tout de suite, notre dossier. Cette semaine, les finalistes de la primaire de la droite et du centre se sont donc querellés sur leur degré de proximité avec le pape, pour reprendre les mots de votre éditorial dans La Croix, Guillaume Goubert. La cote de l'électeur catho a visiblement grimpé au sein des états-majors politiques, comme vous l'avez écrit aujourd'hui dans une tribune au Figaro, Antoine Marie. Alors on va reprendre depuis le début. Tout commence avec cette phrase d'Alain Juppé. « Je me sens plus proche du pape que de la manif pour tous ». Réponse de François Fillon. Le pape François dit la même chose que moi. Alors le pape invité malgré lui dans les débats, est-ce que vous avez été surpris ? Antoine Marie. Je crois que oui, surpris oui d'une certaine façon, parce qu'on ne s'y attendait pas vraiment. On sait que l'électeur catholique, on l'avait compris ces derniers temps, a du poids. On a remarqué quand même que les électeurs de Jean-Frédéric Poisson n'étaient pas si nombreux que ça au final. Beaucoup l'ont regretté, en tout cas dans nos rangs, au premier tour de la présidentielle. Malgré tout, je pense que beaucoup se sont déplacés vers François Fillon. Ce qui est clair, c'est que j'ai l'impression, en fin de compte, que le pape est un peu pris en otage et qu'il y a une forme de... Il souffre, en fin de compte, ou il est victime d'une sorte de cliché, de caricature, où il faudrait que le pape soit de gauche ou de droite. Moi, je crois comprendre, au moins avec la lumière de la doctrine sociale de l'Église, que le pape n'est ni de droite ni de gauche. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est à peu près ça. On l'a déjà dit autour de cette table. Quand il parle d'avortement, il serait donc de droite. Quand il parle de famille et de vie, il serait donc de droite. Il en parle moins. Il a expliqué, en revenant de Rio il y a quelques années, au tout début du pontificat, qu'on connaissait la position de l'Église. C'était peut-être pas la peine d'insister. De fait, il insiste sur les migrants. Il insiste sur le pauvre et l'étranger. Et il a bien raison. Et là, il est de gauche. C'est compliqué. Guillaume. Non, j'ai trouvé cet épisode assez désagréable. Je pense que Alain Juppé a eu tort d'ouvrir cette battle, comme diraient nos enfants. Et je trouve que, effectivement, pour prolonger ce que dit Antoine Marie, je veux dire, c'est que c'est toujours sur le terrain de la famille, de l'avortement, etc., etc. Et finalement, on passe de cette façon sous silence le fait que la doctrine sociale de l'Église occupe un champ très vaste, qu'elle embrasse tous les domaines de la vie humaine, et qu'elle parle aussi de la sauvegarde de la terre et des autres sujets qu'a évoqué Antoine Marie à un instant. Donc pour nous, c'est un peu énervant de voir réduites nos convictions toujours aux mêmes clichés, aux mêmes caricatures. Vous avez vu cette une du journal Libération avec cette phrase « Au secours, Jésus revient ». Vous venez d'en parler. Pourquoi ces caricatures aberrantes, on peut le dire ? Parce que la vie politique a besoin de points de clivage et que les points de clivage fonctionnent d'autant mieux qu'on s'appuie sur des clichés. Donc Jésus revient, on voit bien à quoi ça fait référence dans l'imaginaire collectif, le film dont je ne retrouve plus le nom à l'instant, Jésus revient. Bon, voilà, et c'est comme ça qu'on ne rentre pas dans la complexité des choses, que les catholiques essaient de vivre leurs convictions posément, avec une forme de persévérance, de calme. Ils espèrent convaincre plutôt que d'imposer leurs idées, et on est toujours renvoyé une espèce d'image rétrograde. C'est extrêmement contrariant. Alors, deux mots, moi j'avais préparé mon coup, évidemment, je suis venu avec un chapelet pour les amis de Libération, pour leur dire qu'il y a 5 dizaines, logiquement, et ils ont mis 3-4 grains du credo, ils ont mis une vingtaine d'Ave Maria. Bon, ils se sont un peu plantés, mais on sait ce que c'est que le graphisme. Ils ont voulu faire le tour de la carte de France. Plus sérieusement, moi je trouve que ce que révèle ce focus sur le rôle des catholiques, c'est assez étonnant. Il y a dans ce gros dossier dans Libération ce matin une photo d'Albéric Dumont de la Manif pour tous, qui est intervenu sur le podium devant le Trocadéro, avec écrit en légende, et c'est très porteur, le 16 octobre, la Manif pour tous a tenté de revenir sur le devant de la scène. Écoutez, c'est réussi. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y avait peut-être 20 000, 50,
50, 100 000, les combats sont ouverts, les chiffres sont ouverts, mais il y avait le monde qu'il y avait, et surtout, ils ont fait leur trou, c'est-à-dire qu'ils sont là dans le débat. Alors, est-ce que c'est bien intéressant de se battre entre deux tours sur la manif pour tous, sur je suis catho, je suis pas catho, je suis tradi, je suis pas tradi? La question, c'est le programme. Moi, je rigole quand je vois que l'enfant de cœur de Mont-de-Marsan, qui était Alain Juppé, mon maire, eh bien, nous a dit à Famille Chrétienne qu'il était plutôt tradi, qu'il aimait plutôt les grandes pompes, et quand François Fillon nous a dit au contraire que lui, il n'aimait pas trop les rites, et qu'il allait à la messe de temps à autre quand il passait à Solesmes. Justement, sur le fond, à l'heure où est diffusée cette émission, le débat est en cours, donc on ne va pas pouvoir le commenter. Néanmoins, à quoi vous allez être attentif dans les prochains jours sur les déclarations des uns et des autres, Guillaume? Je dirais qu'on va être attentif à tout. Je veux dire, il faut être à la fois attentif effectivement à ce que nous proposent les candidats en termes de vie commune, en termes de défense de la vie, etc., mais aussi en termes de cohésion sociale, en termes de justice sociale. Et c'est en fonction de l'ensemble de ce qu'ils présenteront que les électeurs, et parmi eux les catholiques, détermineront leur vote pour ceux qui voudront aller voter à cette primaire, ce qui n'est même pas non plus l'élection présidentielle elle-même, il faut aussi le rappeler au passage. Antoine Marie, vos points d'attention. Moi, je l'ai dit, c'est une lapalissade, mais on sera attentif au programme contre programme. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ou surtout un point d'attention aujourd'hui, c'est de se dire, on vient d'en dévorer, pardonnez-moi, d'en bouffer de la primaire. On sait qu'il y a une primaire probablement à gauche qui s'ouvre. Il va y donc y avoir encore le sprint final jusque fin avril, début mai, l'élection présidentielle. Mais est-ce qu'on va tous supporter ça si vraiment on reste dans la politique spectacle? Donc il faut que les hommes politiques fassent leur travail programme contre programme. Et puis il faut que nous, médias, alors peut-être un peu moins nous, mais qui nous tentons de nous attarder, mais nous aussi, évidemment, nous sommes dans le lot, eh bien, nous faisions attention de ne pas être trop dans le spectacle, la petite phrase, et d'aller creuser au fond des choses, parce que en 2017, après, pendant 5 ans, il y aura un chef de l'État à l'Élysée, et il faudra que les choses avancent. Merci Antoine-Marie, merci Guillaume d'avoir partagé vos points de vue. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec l'hashtag #ALaSource. Excellente fin de semaine sur KTO. On se retrouve mardi prochain.